Bonjour, je m'appelle Alexandre Maltais, je suis collaborateur à l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge depuis quelques années déjà à titre de chercheur postdoctoral. Et je vais parler des marchés alimentaires dans la région métropolitaine de Montréal. Alors, c'est une recherche qui est financée par l'OIC, qui est menée de concert avec Sébastien Laure, le directeur de l'Observatoire. Bon, malheureusement, comme beaucoup de choses cette année, c'est une recherche qui a pris un peu de retard. Mais comme le projet s'inscrit dans une série de recherches menées sur le thème des marchés dans les dernières années, à défaut de pouvoir présenter des résultats, je vais être capable de cadrer une réflexion ou d'apporter des éléments de discussion sur cet équipement-là dont on parle de plus en plus dans l'espace public, mais aussi dans les cercles d'aménagistes. Alors, la présentation est divisée en 4 parties. D'abord, une présentation du contexte, donc à la fois l'histoire montréalaise des marchés, des éléments de définition de ce qu'est un marché et puis présenter les recherches que j'évoquais à l'instant. Avant de focaliser sur 2 d'entre elles, une réalisée l'année dernière pour le compte du Service du développement économique de la Ville de Montréal, donc une étude économique et territoriale des marchés sur l'île de Montréal, dont on va présenter un certain nombre de résultats qui ont alimenter notre réflexion puis notre désir d'élargir le spectre géographique de cette recherche-là pour inclure l'ensemble de la région métropolitaine. Enfin, je vais présenter quelques éléments de réflexion pour stimuler ou amorcer le débat qu'on souhaite avoir par la suite. Donc, dans une perspective canadienne, Montréal est sans conteste une ville, sinon la capitale des marchés, parce qu'il s'agit de la métropole du pays à l'époque industrielle, au moment où cet équipement-là connaît son apogée. La plupart des marchés qui sont alors des marchés construits, gérés par la ville, sont réalisés dans la deuxième moitié du 19e ou au début du 20e siècle. Et on peut en voir 2 exemples ici. Le marché Maisonneuve à gauche, qui avait à l'époque des étals de béton assez semblables à ceux qu'on retrouve aujourd'hui au marché Jean Talon. Et puis, la pièce maîtresse, si on veut, du réseau montréalais de marché, Bon Secours, donc dans le vieux Montréal, qui est de très, très loin le plus grand des marchés, un marché de gros, un marché de détail qui déborde allègrement sur les places publiques limitrophes, comme on peut le voir sur cette photo du début du 20e siècle. Comme la plupart des grands équipements urbains de l'ère industrielle, les marchés connaissent un déclin important dans la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, à la fin des années 1950, la ville mandate, par exemple, un comité pour faire le point sur ce qu'on appelle le problème des marchés, qui sont, à l'époque, fortement critiqués pour leur insalubrité, pour les embouteillages qu'ils génèrent, et surtout, même si ce n'est pas toujours dit de façon transparente, dont un certain lobby de commerçants, voire de la grande distribution des chaînes de supermarchés qui prennent leur essor à Montréal. Donc, ils sont considérés comme une concurrence déloyale et on voudrait les voir disparaître. Ce qui, en dépit d'un avis du comité, d'un rapport qui va militer pour la préservation des marchés, l'administration du Parti civique va quand même décider d'enfermer la plupart, voire de les démolir dans certains cas. Donc Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jacques, Maisonneuve, Bon Secours qu'on voyait tout à l'heure, tous fermés au début des années 1960. Atwater doit subir le même sort, va être sauvé in extremis en 1967 suite à une mobilisation populaire, de sorte qu'il n'en reste que 2 dans les années 70 des marchés, alors que dans la population, il y a un certain regain d'intérêt pour cet équipement-là, pour ce mode d'approvisionnement. Un regain qui va finir par atteindre l'administration municipale au début des années 80. Donc, il s'agit toujours du Parti civique, mais c'est l'administration plus localiste, pour reprendre les mots de Jacques Léveillé, donc de Drapeau et surtout d'Yvon Lamar.
On réalise une étude interne sur la gestion des marchés, une étude qu'on n'a malheureusement pas pu retrouver. On relance le marché Maisonneuve, le marché Saint-Jacques. On développe des marchés de quartier, ce qu'on appelle des marchés de quartier, des marchés aux fleurs, situés la plupart du temps soit sur des places publiques du centre-ville ou près d'édicules du métro. Et il s'agit, dans tous ces cas, d'emplacements municipaux qui vont être gérés par l'administration municipale en régie directe. En marge de ça, il y a des marchés privés qui vont se développer. On peut penser au Halles d'Anjou, au marché de Saint-Léonard, qui n'existe plus aujourd'hui, au marché 440 à Laval, par exemple. La réflexion sur la gestion ne se termine pas à ce moment-là, au contraire. Au tournant des années 90, les niveaux supérieurs de gouvernement vont vont imposer une austérité budgétaire au palier municipal. Et dans ce contexte, les marchés vont de plus en plus... En fait, toute activité commerciale va apparaître comme étant superflue, comme étant une charge. Et donc, l'administration municipale, celle du RCM, va décider d'en confier la gestion à un tiers. On réalise une nouvelle étude, donc en 92, tout aussi introuvable que la précédente. On crée finalement la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal, qui est un OBNL, un regroupement de producteurs soutenu par l'Union des producteurs agricoles, et qui va prendre la gestion des grands marchés publics montréalais. On rouvre la portion commerciale et surtout la portion alimentaire du marché Bon Secours dans les années 90, mais pour une très, très brève période, ça ne fonctionne pas du tout. Et on crée un nouveau bâtiment pour le marché Maisonneuve en 1995. Depuis 2000, il y a plusieurs petits marchés temporaires, un peu à l'image du marché fermier Laurier qu'on peut voir sur la photo, qui vont se multiplier. Généralement dans l'espace public, parfois sur certains lieux privés, et dont plusieurs se réclament du modèle américain des farmers markets. Donc, c'est pas du tout un phénomène qui est propre à Montréal. On le constate dans d'autres villes du Québec et aussi dans d'autres métropoles, même bien avant dans d'autres grandes villes qu'à Montréal. En témoigne la création de la MPQ, l'Association des marchés publics du Québec, en 2005. Je voudrais souligner ici que même si on les présente souvent, ces petits marchés, comme étant très représentatifs du courant communautaire, ce que les Américains appellent grassroots, en réalité, c'est souvent des administrations municipales qui vont avoir non seulement l'initiative, mais qui vont être une présence stable derrière ces marchés qui sont souvent gérés par des OBNL assez instables et dont la vie est assez courte. On va revenir sur cette précarité-là tout à l'heure. Quelques éléments de définition. D'abord parce que ça faisait partie du mandat que la Ville de Montréal nous avait confié de définir ce qu'était un marché. Parce que même si on avait un règlement sur les marchés publics, on n'avait jamais vraiment défini ce que c'était qu'un marché. Donc, en puisant dans les expériences étrangères, on est arrivé à cette définition plutôt consensuelle d'un lieu où se rassemblent plusieurs commerçants pour vendre leurs produits. Et déjà, cette définition-là excluait un certain nombre de marchés montréalais, en fait, ceux que la ville appelle les marchés de quartier, qui sont en réalité, la plupart du temps, des simples concessions qui sont données à une fruiterie ou à un entrepreneur. Donc, on les a écartés de l'enquête, ces kiosques, en fait, puisque c'est ce dont il s'agit. Le terme marché est assez général, puis la plupart du temps, dans l'usage, on va l'associer à un adjectif qui va renvoyer à une variable, à une diversité de variables, comme la saisonnalité, la temporalité, l'horaire, son infrastructure aussi, un marché couvert, une halle de marché, une spécialité, un marché bio, un marché aux puces, un marché d'artisanat, parce qu'il ne s'agit pas toujours exclusivement de denrées alimentaires. Et on a aussi des missions qui viennent un peu compliquer la caractérisation. Donc, on va parler parfois de marché solidaire, de marché communautaire, lorsque la vocation sociale est plus importante que le profit.
Autre élément important, c'est qu'il s'agit d'une activité de distribution, de commercialisation. Puis j'insiste là-dessus parce que c'est en décalage avec la plupart des définitions qui sont en usage au Québec actuellement. Il y a très peu de définitions en usage, mais en général, lorsqu'il y en a, c'est celle du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, qui va définir le marché comme étant une extension des activités de production à la ferme. Et bon, si vous fréquentez les marchés montréalais, bon, vous savez comme moi que plusieurs exposants ne sont ni des producteurs fermiers, ni des producteurs agricoles, et parfois même non plus des producteurs ou des transformateurs alimentaires. Donc, il y a beaucoup de revendeurs. Donc, c'est une définition qui est assez trompeuse. Elle est dans l'air du temps, elle plaît beaucoup, mais elle est tout à fait impropre pour mener une recherche sur cet objet-là. Puis finalement, très important pour nous, les aménagistes, les marchés sont un espace public attractif, très propice aux sociabilités. Puis c'est souvent pour ça qu'on s'y intéresse. C'est ce qui peut générer certaines tensions. On va le voir avec les gestionnaires de marché, voire avec les commerçants. Alors, j'évoquais tout à l'heure une série de recherches. Pour ma part, j'ai réalisé des entrevues avec des commerçants sédentaires du marché Atwater, du marché Maisonneuve, donc en 2 temps, 2012 et 2017. En 2019, j'ai réalisé pour le compte du Service du développement économique une étude sur l'évolution des fonctions au marché Bon Secours en vue de son redéveloppement. Et puis, au sein de l'OIC, donc l'année dernière, une étude économique et territoriale sur les marchés montréalais, donc sur l'île de Montréal, étude qu'on a décidé d'élargir à l'espace métropolitain pour réfléchir à l'évolution des marchés puis de leur rôle donc dans la ville étant entendue ici dans un sens large. Quelques éléments contextuels plus larges sur le marché économique, le marché alimentaire dans lequel s'inscrivent les marchés urbains qu'on a étudiés. Donc, d'une part, du côté de la demande, on a une importance accrue de l'alimentation, de la cuisine au sein de la population, dans les médias, un intérêt accru pour l'achat local et une transformation du profil social de plusieurs quartiers, plusieurs villes. Donc, on peut penser à l'embourgeoisement, l'appauvrissement, le vieillissement de certains secteurs qui vont naturellement influencer la viabilité économique des implantations commerciales qu'on y trouve. Et donc, du côté de l'offre, on a aussi plusieurs changements. Mentionnons le développement de la multiplication de ce qu'on appelle les circuits courts, comme l'agriculture soutenue par la communauté, les fermiers de famille, développement du commerce en ligne, de nouveaux formats de commercialisation avec des supermarchés qui l'ont fait assez tardivement au Québec, mais qui développent peu à peu des formes d'implantation un peu plus urbaines, un peu plus adaptées aux clientèles urbaines. Une diversification des cultures, augmentation du nombre de petits producteurs susceptibles de fréquenter les marchés, le développement d'une agriculture urbaine commercialisable, et pensons ici à l'UFA puis à son redoutable système de distribution. Et enfin, la lutte au désert alimentaire, dans laquelle les administrations vont souvent investir, et puis ce qui peut mener à la création d'un certain nombre de marchés aux visées plus sociales que j'évoquais tout à l'heure. Donc, que nous apprennent nos recherches? D'abord, celles menées l'année dernière pour le compte du Service du développement économique. Une des premières choses qui nous était demandée, puis ça nous a étonné au départ, et puis ça peut sembler étonnant, c'était de répertorier les marchés. Donc, même s'ils sont autorisés par le palier, par le municipal, on n'a pas de tenue de registre des différents marchés autorisés par les arrondissements, et donc la ville voulait qu'on trouve les marchés, puis qu'on caractérise ce réseau de marchés. Donc, voici le résultat de ce recensement qu'on a réalisé l'année dernière. Une carte qui est un peu trompeuse dans la mesure où chaque emplacement a la même importance. Donc, si on approfondit un peu cette caractérisation, puis qu'on s'intéresse au réseau lorsqu'il est à son apogée en été, pardon. Donc, on peut voir deux choses. D'abord, que les plus grands marchés, ceux représentés par un cercle plus grand, sont assez également répartis
sur l'île de Montréal, contrairement aux plus petits marchés qui, eux, vont avoir tendance à se concentrer dans les quartiers centraux. Puis on peut en voir quelques-uns ici sur cet agrandissement du secteur du centre de l'agglomération. En hiver, bon, comme beaucoup de choses, le réseau se contracte, donc moins de marchés sont en opération et ces marchés-là sont généralement moins importants, donc vont avoir moins de producteurs, de vendeurs en opération, à l'image du marché Jean Talon qui est beaucoup moins important, par exemple. Quelques constats tirés d'entrevues auprès de gestionnaires et surtout au sujet du réseau de marchés épisodiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le premier, c'est la très faible visibilité. Donc, ils sont situés dans une trame orthogonale qui est assez défavorable, qui ne permet pas de bien les voir. Ils vont se situer dans un parc sous des arbres. Et ils ne sont pas comme en Europe, sur des places publiques vers lesquelles convergent des rues importantes, par exemple. Cette faible visibilité-là est aussi le fait d'un équipement qui est assez minimaliste. Parfois, il s'agit seulement de quelques tables posées sur du gazon ou dans un stationnement. Et ils vont être en activité pour des périodes de temps assez courtes. Donc, pendant l'été, mais à certaines heures de certains jours. Donc, au total, lorsqu'on met tout ça bout à bout, c'est une très, très faible présence dans l'espace public et donc, ils ne réussissent pas généralement à marquer durablement le paysage. Le climat va aussi avoir un effet très défavorable parce que, bon, des mauvaises températures, surtout dans les premières années d'opération, peuvent compliquer énormément l'établissement d'un marché. Ça, les gestionnaires ont été très nombreux à le souligner. Cette faible visibilité va être compensée dans plusieurs cas par une forte présence sur les réseaux sociaux, mais il ne s'agit vraiment pas d'une panacée dans la mesure où ça demande énormément de ressources que les gestionnaires n'ont pas la plupart du temps ou dont ils n'ont pas assez. Et surtout avec le fait que plus il y a de marchés, plus la visibilité de chacun tend à décroître, plus c'est difficile pour eux de tirer leur épingle du jeu. La gestion du mix commercial est très difficile parce qu'on cherche à constituer une offre diversifiée, importante, mais que la demande n'est pas toujours aussi importante qu'on le voudrait, surtout au début. Donc, il y a un risque que les commerçants se cannibalisent entre eux, d'autant que leur marchandise est périssable. Et puis, ce mix commercial-là est très difficile à gérer face à une clientèle qui, même si elle n'est pas toujours très importante, a des attentes, une certaine idée de ce que c'est un vrai marché, un bon marché. Et pareil pour les autorités municipales qui vont rêver d'un marché très grand, très abondant, très vite. Et puis, c'est très risqué de gérer ce point d'équilibre-là pour les gestionnaires. C'est très difficile. Ce sont de petites structures, des OBNL dans la plupart des cas, qui indiquent avoir besoin d'un appui financier, mais sont très peu au fait des ressources disponibles, des programmes. Donc, il y a vraiment un enjeu ici. Et puis, finalement, autre élément central, la croissance de la concurrence. Donc, à la fois à Montréal, tous les marchés qu'on a rencontrés, ou en tout cas la plupart d'entre eux, évoluent dans l'ombre de Jean Talon et d'Atwater qui vont vraiment accaparer l'attention médiatique, qui vont vraiment attirer, notamment dans les périodes les plus lucratives comme celle des récoltes, une grande partie de la population. La concurrence des autres formes de circuits courts qui ont souvent des coûts d'exploitation moindres, qui amènent moins de pertes pour les producteurs agricoles, qui vont parfois être basés sur un engagement, un abonnement du client, donc qui sont plus sûrs souvent du point de vue du producteur. Transposons maintenant ces conclusions à l'échelle métropolitaine. C'est ce qu'on essaie de faire dans le projet en cours. Donc, première chose, on cherche à répertorier les marchés hors de l'île dans la région métropolitaine. Donc, excusez la carte Google Maps, mais c'est notre document de travail qu'on présente, qu'on cherche à compléter au fil des entretiens là, avec les gestionnaires qui nous permettent de bonifier ou de corriger cette cartographie-là. Mais c'est une version de travail appelée à se transformer. Mais on voit quand même que ça suit globalement la répartition de la population, à l'exception de Laval, qui est assez peu pourvu
pour sa population. Donc, peut-être que c'est en raison de la présence du marché public, du marché privé 440 qui n'a pas été indiqué sur cette carte-là et qui est établi depuis longtemps. Et donc, on avance dans ce recensement en cours de recherche. On travaille aussi avec quelques hypothèses tirées de la première étude. On avait déjà des marchés qui étaient relativement périphériques, hein, surtout l'ouest de l'île de Montréal. C'est des situations parfois à la limite de la ruralité. Mais donc, on pouvait déjà avoir une certaine idée de l'évolution. Puis on avait aussi déjà des gestionnaires qui étaient aussi en opération en banlieue, en région, puis qui nous en parlaient. Donc, sur la base de ça, on a décidé d'élaborer un certain nombre d'hypothèses qui allaient structurer notre investigation en couronne. Puis donc, on a voulu dichotomiser de façon un peu caricaturale, mais il faut les concevoir comme des idéotypes, d'une part avec Montréal, le centre de Montréal, la ville-centre, puis une couronne, donc une périphérie, comme étant deux extrêmes, deux pôles. Donc, on a regardé l'influence de différents facteurs, différentes dimensions. La première, c'est le rôle du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, qui est historiquement extrêmement faible à Montréal, parce que ce n'est pas une région agricole depuis longtemps, et très forte en couronne, surtout dans les régions comme la Montérégie ou Laurentide et la Nodière. Dans les deux cas, il y a une présence qui augmente, aussi parce que le ministère est de plus en plus impliqué dans les activités de distribution et non plus seulement de production. Mais la présence du MAPAC a un rôle extrêmement central parce qu'ils ont des réseaux, des ressources qui mettent à disposition des gestionnaires et des marchés. L'implication, l'efficacité municipale, très faible à Montréal, mais en augmentation, ce dont témoigne d'ailleurs l'étude qu'on a réalisée pour le compte de la ville. Et parfois, c'est variable, mais dans certaines municipalités de banlieue, il y a une implication très, 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 très forte, des municipalités très proactives, très agiles aussi, qui vont appuyer et mettre énormément de ressources à disposition des gestionnaires. Une concurrence beaucoup plus forte en ville, en augmentation partout, mais beaucoup plus forte en ville, notamment avec des petits commerces de bouche, des petits commerces spécialisés qui vont souvent aller chercher la même clientèle. Les autres circuits courts qui augmentent un peu partout. Difficulté pour les commerçants, donc plus grande à Montréal, se rendre à Montréal, se stationner à Montréal, s'installer dans des espaces qui sont parfois exigus, etc. Donc, ça a été souligné par plusieurs gestionnaires et c'est plus important au centre, en milieu dense, en milieu central. Et finalement, la clientèle, la demande qui, elle aussi, en revanche, est plus forte au centre. Donc, une plus grande densité de population, mais aussi traditionnellement des populations peut-être plus enclines à fréquenter des marchés et donc de s'inscrire dans des modes de vie plus écologiques. Donc, il s'agit d'hypothèses qui sont déjà en partie validées lors des enquêtes précédentes, et puis on va chercher à les vérifier en diversifiant les cas d'analyse pour, et c'est notre objectif, dépasser cette opposition un peu caricaturale, manichéenne entre ville-centre et périphérie. Donc, c'est exagéré, mais c'est utile d'un point de vue analytique à notre avis. Finalement, quelques éléments de discussion sur cet équipement chouchou des décideurs et des praticiens, qui est souvent vu comme un générateur d'accessibilité sociale. Ça peut permettre à des projets urbains, des projets de revitalisation, de cocher des cases si on veut. Donc, encore mieux si c'est un marché de Noël, parce que ça permet de cocher la case hivernale. Mais ça, c'est vu avec une certaine inquiétude de la part de beaucoup de gestionnaires qui jugent, et puis là, je cite une gestionnaire qui était active à la fois en région puis en banlieue, qui disait que la pire raison de démarrer un marché public, c'était de sauver un village ou un quartier. Pourquoi? Parce qu'on voit le marché comme un élément d'animation, mais on ne tient pas compte de la réalité économique difficile des commerçants. Et puis là, je fais écho à un article très intéressant, une recherche de Jill Grant sur la viabilité des cafés en banlieue,
Donc, dans des espaces où la clientèle n'est pas forcément intéressée, où la demande n'est pas forcément présente, et donc ce qui peut compromettre les objectifs urbanistiques de mixité fonctionnelle. Et donc, si on élargit, si on prend ça comme point d'appui, on peut se demander justement si par rapport à un café ou à un commerce sédentaire, peut-être que ces marchés-là, ponctuels, saisonniers, sont une forme d'urbanisme commercial plus flexible qui est pleine de promesses et pleine d'avantages. On pourrait le penser, mais d'un autre côté, on pourrait aussi dire qu'il s'agit seulement d'un épiphénomène, d'un micro-événement qui totalise juste quelques heures d'animation par année, puis que l'impact sur les dynamiques urbaines est relativement négligeable. Donc, c'est une question qui est ouverte et dont on peut discuter. Merci. Merci, Alexandre. Donc, on va pouvoir passer à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur cette présentation-là, sur marché entre, disons, entre ville et périphérie, entre ville et banlieue? La parole est à vous. On a perdu des gens, c'est pas bon signe. Non, on n'a pas perdu. Même on en a plus. On a une personne de plus. Jean-Philippe? Oui, ben, je vais me lancer. Je trouve ça super intéressant comme objet d'étude. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalités dans ce qu'on appelle un marché. C'est un terme très, très générique, très large. Puis après ça, tout ce qu'on fait rentrer là-dedans, je veux dire, 3 étals dans un parc ou une structure organisée avec des commerçants qui sont très prospères. C'est pas sur le même poids. Puis même le produit lui-même, moi, je le vois souvent comme un produit de niche. C'est-à-dire, si je fréquente un marché, c'est parce que je cherche quelque chose de vraiment spécial. Ou en tout cas, je suis plutôt dans la consommation de luxe. En tout cas, moi, c'est ma perception. En même temps, c'est souvent ce qu'on utilise pour faire des interventions sociales dans des milieux plus défavorisés. Donc, c'est comme multipersonnalité, multifacette, multivolume. Puis ma question apporte un peu sur dans le fond, on s'est aperçu qu'on a écrasé tout le monde au départ là, dans l'histoire. Tous les marchés ont disparu, sauf Jean Talon et Atwater. Leur survivance les a amenés aujourd'hui à être un peu des monstres dominants dans les marchés des marchés. Là, donc, je me demandais un peu dans votre recherche, comment vous positionnez ces 2 grands marchés-là? Est-ce que, quand on fait de l'urbanisme, dans le fond, là, on a tout réaménagé autour de ces marchés-là. En tout cas, il y a eu des transformations urbaines importantes là, versus ce qu'on va mettre comme appui autour des autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une polarité qui se renforce dans le temps? C'est-à-dire qu'ils ont pris tout le monde est mort autour, donc la concurrence est morte, il restait eux. Puis ils ont comme réussi à s'enraciner puis à devenir un peu des inébranlables ou même, ils sont hors compétition. Est-ce que je me trompe ou il y a une dynamique comme ça dans les marchés? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si tu voulais répondre d'abord, Sébastien. Non, vas-y, allez. Ben, c'est une super question qui met le doigt aussi sur un petit bobo méthodologique qui a été engendré par le contexte de mandat de recherche pour la ville. Puis je m'explique. Les marchés qui étaient dans l'angle mort du service du développement économique. Oui, la ville a un peu laissé carte blanche à la corporation, puis s'en est pas vraiment occupée pendant longtemps, mais elle avait un œil dessus. Les autres, les petits marchés, c'est surtout les arrondissements qui les connaissaient, puis la ville-centre avait aucune idée qu'ils étaient là. Donc, il y avait déjà cette idée-là, mais nous, quand on a fait notre recherche, la ville était aussi en procès avec la corporation, puis le marché Jean Talon, puis il y avait toutes sortes de choses qu'on a laissées en dehors du mandat aussi, parce qu'elles relevaient parfois d'investigations non liées à la recherche, disons ça comme ça. Mais donc, c'est une bonne question parce qu'au final, même si on a rencontré les gestionnaires de la corporation et tout, c'est vrai que c'est eux le mastodonte au milieu, puis en particulier Jean Talon et Atwater. Mais il y a quand même cette articulation à réfléchir entre les autres qui subissent l'influence de ces marchés-là, qui sont régionaux, en fait, qui sont ailleurs, qui sont autre chose, si on regarde certaines dimensions de l'activité des marchés. Puis là, je m'explique.
c'est des marchés qui n'ont rien à voir avec les autres, mais qui peuvent quand même attirer les mêmes clients. Puis les petits marchés ont beaucoup de mal parce que souvent, ces marchés-là vont attirer la clientèle justement quand c'est payant. Donc, il y en a beaucoup qui disaient, ben, ils viennent un mardi en mai, puis ils s'attendent à ce que j'ai de la pintade disponible dans mon étal. Puis lorsque j'ai vraiment beaucoup de tomates, il n'y a personne qui vient parce qu'ils vont tous les chercher au marché Jean Talon. Donc, même si c'est deux choses différentes, puis ça l'est, puis c'est vraiment différent, ils sont quand même dans le même écosystème pour certaines choses. Puis c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un des nœuds du problème qu'on a un peu, qu'on n'a pas fini de comprendre. Puis sans doute, je pense que la périphérie va nous aider aussi parce qu'ils sont un petit peu, même s'ils sont quand même indirectement en concurrence, les marchés de Laval ou les marchés de la Rive-Sud avec ce qui se passe à Montréal, c'est moins le cas. Donc, pour cet élément-là, je pense que ce serait ce que j'aurais à dire. La question du luxe versus le social, c'est aussi une des choses, parce que c'est vrai que c'est large le marché. Puis d'ailleurs, l'utiliser au singulier, c'est un peu simpliste, là, mais la conception du luxe, c'est très nord-américain aussi, d'une part, parce qu'en Europe, c'est pas du tout cette situation-là. Même, il y a plusieurs marchés qui sont considérés comme la source d'alimentation abordable et de produits abordables. Puis, deuxième élément, même à Montréal, c'est assez intéressant de regarder les débats autour de la fermeture du marché à Toitère. Les gens se sont mobilisés parce que c'était le seul endroit où c'était abordable d'acheter des denrées dans tout l'ouest du centre de Montréal. Puis aujourd'hui, les enquêtes, bon, on n'a pas étudié les prix, là, mais il y avait des enquêtes de Protégez-vous qui disaient que c'était l'endroit le plus cher où acheter des choses à Montréal. Donc, il y a vraiment eu un basculement du sens du marché et de la fréquentation du marché sur cette période-là. Puis, dernier petit point sur lequel je voudrais pas répondre, mais apporter des éléments, c'est le fait que les travaux qui viennent d'être évoqués autour de Jean Talon, par exemple, c'est beaucoup les arrondissements qui s'en occupent. Puis, il y a encore cette tension-là entre arrondissement puis ville-centre. Les arrondissements le voyant comme beaucoup un enjeu d'aménagement puis de revitalisation, tandis que la ville-centre le voit à travers son développement économique. Donc il y a beaucoup de gens qui sont autour de cet équipement-là, qui ne parlent pas forcément la même langue et qui n'ont pas les mêmes intérêts. Mais donc, voilà, c'est juste pour ramener des éléments pour dire que c'est encore plus compliqué que ça. On va y aller avec une autre question avant de passer à l'autre présentation. François Vanier. Oui, d'abord, très, très bonne présentation. J'avais une question. Je ne sais pas si tu y as répondu ou si tu l'as abordé parce que j'ai raté une petite partie, mais je me demandais, est-ce que, d'après toi, il y a une tendance émergente vers ce qu'on pourrait appeler des espèces de partenariats entre des marchés publics et des développements privés? Par exemple, aux promenades Saint-Bruno, il va y avoir le marché des promenades qui est une espèce de gros concept alimentaire, une espèce de grosse foire alimentaire avec des aires communes à l'intérieur, des aménagements extérieurs, puis une des composantes, ça va être un marché public. Est-ce que ça, c'est le genre de projet qui, d'après toi, devrait devenir plus populaire avec le temps ou? Ben, il y a deux parties. Oui, c'est quelque chose qu'on observe. On l'observe moins à Montréal qu'à Toronto, où il y a des promoteurs qui c'est pas juste des aménagistes, là, il y a beaucoup de promoteurs qui veulent en placer des marchés dans leur développement. Puis aux Galeries de la Capitale à Québec, ils le font aussi. Là. Puis d'ailleurs, il y a le gestionnaire du marché de l'Île des Sœurs puis de Candiac est aussi aux Galeries de la Capitale. Donc, forcément, le côté attractif des marchés va tenter d'être récupéré par la grande distribution aussi. C'est sa stratégie depuis longtemps. La partie devrait, moi, je pense que oui. Le 10-30 aussi, je ne sais pas si ça marche. C'est assez compliqué d'étudier les marchés pendant une pandémie parce qu'il y a des choses qui disparaissent, puis qui apparaissent, puis qui se virtualisent. Mais le 10-30 aussi a approché des gestionnaires de marché pour pouvoir en intégrer. Donc, je ne suis pas sûr encore que ce soit en activité en ce moment. Mais donc, oui, moi, je devrais au sens, est-ce que je pense que ça va arriver plus souvent? Moi je pense que oui. Les centres commerciaux puis les implantations commerciales cherchent de plus en plus à aller chercher du développement résidentiel, des résidences pour personnes âgées, une diversification qui leur permet d'attirer. Donc,
tant que ça va être en demande, je pense que le capitalisme va essayer de récupérer cette forme de distribution, là. Ou de la copier ou de la mimer, mais c'est clair que c'est une inspiration. OK. Ben, merci beaucoup. Merci pour les questions, les commentaires. Merci, Alexandre, d'avoir préparé la présentation.